Je vais essayer d'être très bref en vous donnant quelques détails supplémentaires sur la revue qui a été introduite tout à l'heure par notre directeur général, M. Badriken, donc la revue Solar for Africa and Renewable Energies. Alors une revue scientifique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue dont les articles et le contenu est rédigé par la communauté scientifique, pour la communauté scientifique, donc des chercheurs et des doctorants qui exposent des résultats de recherche et des innovations. Donc ces articles sont passés en revue par un comité éditorial, cette fois d'experts et de chercheurs dans le domaine, avant d'être publiés dans la revue. Aujourd'hui, l'intérêt d'IRESEN d'avoir lancé cette revue scientifique Solar for Africa and Renewable Energy, c'était de porter la voix des chercheurs marocains et aussi africains, mais aussi des chercheurs internationaux qui travaillent dans des projets de recherche au niveau africain dans la région MENA. Donc de leur présenter ou de leur créer un forum, une plateforme pour pouvoir échanger les idées et les résultats de leurs projets de recherche. Donc Solar for Africa and Renewable Energies, bien que son nom porte le nom du solaire, traite de toutes les technologies vertes. Donc on passe du solaire photovoltaïque et thermique, en passant par le stockage d'énergie, les régions intelligentes, mais aussi l'énergie éolienne, l'énergie hydrogène, la mobilité électrique et la biomasse aussi, et plein d'autres thématiques. Donc comme je disais tout à l'heure, les articles qui y sont soumis sont validés et revus par tout un panel d'experts dans les domaines respectifs. Et là, je tenais à remercier notre très cher président du conseil scientifique d'IRESEN, M. Ahmed Naoui, de nous avoir aidé énormément dans le processus de la création de la revue, mais aussi dans le processus de la création de ce comité éditorial qui est, comme vous le voyez, rempli d'experts très reconnus dans leurs domaines respectifs. On a des chercheurs marocains, suisses, turcs, portugais, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, donc tout un panel d'experts internationaux qui aujourd'hui passent en revue les articles qui sont soumis dans notre revue avant de les autoriser à être publiés. L'édition spéciale qui est aujourd'hui lancée, donc le premier numéro de Solar for Africa and Renewable Energies, a été dédié aux projets qui ont été financés dans le cadre des appels à projets d'IRESEN, qu'on appelle communément les INNO-projets, donc où ils présentent les résultats des projets de leurs années de recherche. Donc bien sûr, ils ont aussi passé la période d'évaluation par le comité éditorial. On a eu aussi l'honneur d'avoir professeur Rachid Yazami, d'avoir contribué à ce premier numéro, donc on vous remercie beaucoup, M. Yazami. Donc sur aussi une thématique qui est très importante aujourd'hui, sur les technologies de recharge rapide pour les batteries lithium, qui peuvent servir aussi pour nos portables, nos téléphones, que pour la mobilité électrique à travers les véhicules électriques. Donc tout à l'heure, juste après la présentation du professeur Yazami, on aura la cérémonie de remise des prix pour les 3 meilleurs articles acceptés dans ce premier numéro de Solar for Africa and Renewable Energies. Donc le comité scientifique s'est réuni pour évaluer les articles qui ont été acceptés et pour primer les 3 meilleurs articles selon plusieurs critères: l'originalité de la recherche, la méthodologie, les résultats et l'analyse aussi. Donc avant de finir, je voulais quand même en parler, je n'ai pas préparé de slide mais pour vous parler de le prochain numéro de Solar for Africa and Renewable Energies qui sera lancé, Inch'Allah, en septembre 2019, donc en marge de l'événement Solar Decathlon Africa dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je voudrais remercier encore une fois le professeur Naoui qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce premier numéro de Solar for Africa. Le remercie lui aussi, ainsi que les membres du comité éditorial qui veillent à ce que les articles qui sont acceptés et qui sont aujourd'hui publiés dans la revue soient des articles de qualité. Je remercie aussi les auteurs qui les ont réalisés, donc on a eu une très forte contribution pour ce premier numéro. Je remercie ma collègue, chère Sarah Armel, qui est la cheville ouvrière derrière la réalisation de cette revue. Une cheville ouvrière certes, mais aussi a eu l'impulsion de M. Badriken, que je remercie beaucoup, sans qui la revue ne verrait pas le jour. Donc voilà, il y aura quelques numéros que vous trouverez dans notre stand. Je vous souhaite une excellente lecture. Merci. Bien, juste, je reprends cette petite valise que j'avais posée sur l'exactitude. Et puis, on va en faire un intermède. Alors, l'exactitude, ça veut dire faire attention en manipulant les pourcentages. Je vais vous faire une annonce et vous allez être surpris, mais elle est vraie. 90% de l'énergie au Maroc est renouvelable. Ah, oui.
80%, 90% de l'énergie produite au Maroc est renouvelable. Il s'agit de l'électricité éolienne plus l'électricité solaire, auquel on ajoute le peu de fossiles que nous avons, et effectivement, plus de 80% est renouvelable, mais de l'énergie produite au Maroc. Donc, quand on parle de pourcentage, il faut faire attention à ce qu'on met au dénominateur et ne pas l'oublier. J'appelle surtout là à la presse qui dénature souvent l'information de l'objectif de Sa Majesté de 52%. C'est 52% des capacités électriques en renouvelable et non pas 52% de l'énergie électrique du Maroc. Donc il faut faire très attention lorsqu'on manipule des pourcentages à ce qu'on met au dénominateur, car cela peut complètement dénaturer l'information et la rendre effectivement inexacte. À propos d'exactitude, on reste dans le domaine des sciences et je passe maintenant la parole à l'auditeur, à notre prochain intervenant, à monsieur docteur Yazami, qui est en fait lauréat du prix de rapport, qui est l'équivalent du prix Nobel, mais en termes de sciences de l'ingénieur. Et voilà, il est le demi-inventeur de la, comme il le dira lui-même, le demi-inventeur de la pile à lithium. C'est-à-dire qu'il y a un inventeur qui a inventé l'électrolyte positive et l'autre a inventé l'électrolyte négative. Monsieur Yazami, c'est à vous. Alors, Je t'ai mis de l'autre côté. Bien. Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, vos honneurs, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et amis. D'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que je vis depuis 8 ans au bout du monde, là-bas, vers l'équateur, dans le sud-est d'Asie, à Singapour. C'est un pays dont vous avez certainement entendu parler par rapport à toutes les prouesses technologiques qu'il a fait. C'est un pays qui compte moins de 6 millions d'habitants et qui maintenant caracole parmi les 10 meilleurs dans le domaine de la technologie, de la science, sans compter les finances, etc. Alors donc j'ai eu l'honneur d'être le directeur des programmes de l'énergie renouvelable dans l'université de technologie Nanyang. Et en même temps, comme je suis aussi très intéressé par la valorisation de la recherche, et que même si en tant que chercheur au CNRS, on est censé être payé pour chercher mais pas pour trouver, il nous arrive de trouver et donc de déposer des brevets. Et à partir d'un certain nombre de brevets, vous voulez les valoriser en créant des entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai 6 entreprises à Singapour, dont le but est justement d'exploiter un certain nombre des brevets que j'ai développés depuis maintenant pratiquement 25 ans de recherche sur les batteries. Donc, comme vous avez dit, effectivement, je suis donc celui qui a commis la batterie qui permet à votre téléphone portable de fonctionner. Si vous regardez les films des années 80, quand il y avait un policier qui devait appeler dans la rue, il y avait un téléphone qui faisait 2 kilos, la batterie pesait plus d'1,5 kg, c'était un gros truc. Et il fallait donc rendre la batterie la plus petite possible pour pouvoir justement avoir cet objet dans votre poche et que vous puissiez l'utiliser n'importe où. Ça a donné un degré de liberté extraordinaire. Et la chance que j'ai eue, c'est que sans que je le sache, le prix
Draper dont monsieur vient de parler. Je ne le connaissais pas et un jour on m'a appelé, j'étais à Singapour, on m'a dit « Monsieur Yazami, vous êtes le lauréat du prix Draper de 2014 ». J'ai dit « C'est quoi le prix Draper? Vous ne savez pas ?» Ben non, je ne sais pas. Ben, c'est le prix Nobel des ingénieurs. Ah bon, ben c'est super. Ben, donc on a été à Washington, quatre ingénieurs-chercheurs, donc 2 Japonais, un Américain et votre serviteur, pour recevoir ce prix-là. Et je ne vous cache pas que ça a beaucoup bouleversé ma vie d'une façon positive, parce qu'on ne s'y attend absolument pas du tout. Et puis c'est une découverte que j'ai faite alors que je commençais à peine mon travail de thèse. Donc j'avais 25 ans, 26 ans. Donc les jeunes ici, croyez-y, hein, essayez de penser autrement et de dire que pourquoi pas vous un jour, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors maintenant, si vous voulez, monsieur le ministre a parlé de l'Afrique. Et je vous raconte une petite anecdote. La première fois où j'étais à New York, c'était en 1979. J'arrive à New York et je lis un magazine qui donne les événements culturels et je vois qu'il y a un festival de jazz à New York. Et moi j'adore le jazz, alors il y a l'adresse, la 125e rue, il fallait prendre le métro. Je suis allé jusqu'à la 125e rue qui est très au nord de Manhattan. Et quand je sors, je me rends compte que je suis à donc le quartier Harlem. Donc voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de blancs, j'étais le seul blanc. Et puis c'est vrai qu'on me regardait un peu bizarrement. Je suis allé jusqu'au théâtre où il y avait donc ce festival de jazz. Et je m'assois et je regarde les gens qui me regardaient, comment un blanc a osé venir s'installer ici. Et le monsieur qui était à côté de moi, j'ai dit, vous savez, je suis africain, je suis marocain. Ah, ben bienvenue. Donc c'est vraiment cette africanité dont je suis toujours conscient et je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous dire, écoutez, sans l'Afrique, il n'y aurait pas de batterie au lithium, c'est très simple. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je vous montrerai la carte qui fait que finalement, bon, en gardant un peu l'espoir et en restant très optimiste, qu'un jour, j'y crois, l'Afrique jouera un rôle central dans le domaine de tout ce qui est stockage de l'énergie, les batteries au lithium, etc. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand vous démarrez votre voiture aujourd'hui, vous utilisez une batterie au plomb. Lead acid battery, c'est la batterie au plomb acide. Et cette batterie-là a été inventée en 1858. Et elle est toujours là. C'est-à-dire que dans le domaine des batteries, c'est très difficile de créer quelque chose de nouveau. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que il faudrait que la réaction de charge et de décharge, donc vous chargez, vous déchargez votre batterie, ait un rendement de 4 fois 9, c'est-à-dire 99,99%. Et si vous n'avez pas ce rendement-là, votre batterie ne durera pas plus d'1 mois. C'est très simple. Donc à chaque fois, si vous perdez 1%, eh bien vous multipliez, vous faites 1% à la puissance 100 et vous vous rendez compte que ça baisse très vite. Donc c'est extrêmement difficile de réaliser des réactions chimiques, parce que ce qui se passe à l'intérieur de votre batterie, ce sont des réactions chimiques dans lesquelles le lithium passe d'une électrode à l'autre, et il faut qu'à chaque fois, le lithium se remette exactement à sa place. Sinon, si vous créez des défauts, et la batterie commence à perdre des performances. Donc, la moralité de tout ça, c'est que même si cette batterie n'a été commercialisée, la batterie au lithium que vous avez dans votre téléphone, n'a été commercialisée qu'en 1991 par les Japonais, Sony, d'accord? Eh bien, nos arrière-enfants l'utiliseront encore. Parce que, personnellement, je suis dans ce domaine-là, et croyez-moi, c'est pas du tout facile d'apporter de nouvelles chimies, malgré toute la créativité qu'il y a, etc. Ce rendement de 99,99% est extrêmement difficile à atteindre. Bon, alors, après cette petite introduction, je voudrais quand même vous parler du stockage de l'énergie, parce que c'est le sujet, c'est ce qui m'a occupé pendant pratiquement toute ma carrière de 40 ans. Et puis, vous parlez aussi, bien sûr, de l'option des batteries au lithium, ce qu'on appelle LIB, donc le Lithium Ion Batteries, comme justement une solution justement très viable pour le stockage de l'énergie. Alors, ce schéma très rapidement pour vous dire, voilà, on produit l'électricité sous différentes formes. Bien sûr, la forme classique, soit des centrales thermiques nucléaires ou les énergies non renouvelables qui nous réunissent aujourd'hui,
quelle que soit l'électricité qu'on produit, la forme d'électricité, ce qu'il faut savoir, c'est que la production et la consommation doivent avoir le même taux. C'est-à-dire qu'un électron, il ne se repose pas. Si vous le produisez, il faut le consommer. Ce n'est pas comme un pain ou quelque chose que vous pouvez laisser au frigo ou un morceau de fromage. Non, il faut le consommer tout de suite. D'accord? Et comme souvent, il y a une différence entre la production, les mégawatts que vous produisez et les mégawatts que vous consommez, eh bien, il faut quelque chose d'intermédiaire qui est le stockage. Donc le stockage est essentiel pour justement arriver à cette efficacité énergétique, c'est-à-dire ne pas perdre de tout ce qu'on produit et tout. Et donc ce schéma-là montre... Ah, ça c'est les marrakchis. Attendez que je finisse. Bon, donc si vous voulez, donc sur ce schéma-là, vous avez donc toute la chaîne de valeur, donc entre la production et vous avez donc un central de stockage qui va servir justement aux résidences. Au Japon, énormément de maisons sont alimentées grâce à l'énergie solaire. Dans les voitures électriques dont on parle beaucoup, et bien sûr vous avez certainement entendu parler qu'un certain nombre de pays comme la France, la Chine, l'Allemagne et d'autres pays ont décidé qu'à partir d'une certaine date, c'est-à-dire que pour les Chinois c'est vers 2035 par là, il n'y aura plus de voitures à combustion interne en Chine, très important. En France c'est autour de 2040, c'est bientôt, hein. Tout ça, ça va arriver. Monsieur le ministre ne croit pas qu'il y ait une solution de voitures électriques en Afrique. On verra si vous le croyez. D'accord, très bien. Il faut une voiture électrique robuste. Voilà, très bien. À 100%. Voilà. Donc, très bien, je sais bien que vous corrigiez. Moi, je crois qu'on n'a pas le choix. L'électrique va s'imposer. Il faut maintenant réfléchir à comment on utilise ce qu'on a, comment on peut l'améliorer encore et comment on peut le rendre surtout plus sûr, plus fiable et tout. Donc on est en train d'entrer dans une sorte de révolution environnementale, énergétique, un peu comme la révolution du 19e siècle, la révolution industrielle. Il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, il n'y a pas mieux que l'éducation. Il faut préparer les cerveaux, il faut préparer les jeunes à toute cette transformation de la société. Voilà, donc c'est inéluctable et je pense que c'est tout à fait faisable et viable. Et le Maroc a énormément d'atouts justement pour réaliser cette transition, puisque les grands fabricants automobiles, en particulier Peugeot et Renault, sont déjà au Maroc et que bientôt, à mon avis, dans moins de 5 ans, 6 ans, il y aura des voitures électriques fabriquées au Maroc par ces grands constructeurs européens. Pourquoi pas des sociétés marocaines qui construiraient aussi des voitures électriques? Et pour fabriquer ces voitures électriques, évidemment, il nous faut des batteries. Et donc, il faudrait aussi penser à l'utilisation des batteries, à la production des batteries au Maroc. Donc, rapidement, voilà, donc ça, c'est un schéma un peu plus simple que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez donc la production d'électricité, il y a la phase stockage, donc en bleu, et puis vous avez la phase utilisation dans les bâtiments et puis dans les usines et tout. Par exemple, je ne sais pas si au Maroc, monsieur le ministre va me le dire, s'il y a des tarifs de haut et bas, donc voilà, donc effectivement, on peut stocker quand le prix est bas pour consommer quand le prix est élevé, et on arrive à faire des économies de 30% facilement grâce justement au stockage de l'énergie. L'exponentiel, je ne sais pas qui est-ce qui a parlé de l'exponentiel tout à l'heure, alors effectivement dans les solaires, il y a de l'exponentiel, il y a aussi donc de la production du stockage de l'énergie, une courbe exponentielle qui suit l'évolution justement de la production. Et donc d'ici 2030, on arrivera pratiquement à 300 gigawattheures de capacité de stockage de l'énergie. Et vous avez tous les pays concernés, bien sûr les États-Unis, la Chine, le Japon qui sont déjà en avance. J'espère qu'un jour des pays africains feront partie justement de ce lot. Là, c'est le nombre maintenant de gigawatts, qui vont être cumulés. Et on arrive donc à 1000 gigawatts, c'est-à-dire 1 terawatt d'énergie stockée. D'accord? Donc c'est énorme. Donc par rapport donc à la production, ça fait déjà pratiquement
une bonne fraction, entre 6 et 7% de la production d'énergie mondiale. Voilà. Alors, les stockages de l'énergie, il y a plusieurs formes, évidemment, on a pensé à beaucoup de choses, et contrairement à ce qu'on peut penser, la forme de stockage de l'énergie la plus répandue, la plus utilisée, c'est l'hydraulique. C'est l'hydraulique, c'est-à-dire on pompe l'eau dans un bassin de basse altitude et on utilise l'électricité pour pomper l'eau, on le met dans un bassin de haute altitude et quand on a besoin d'électricité, on ouvre les vannes et on reproduit l'électricité. Et ça comprend plus de 80% des capacités de stockage de l'énergie mondiale. Donc ça, il faut très important. L'eau est toujours là. Et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un facteur de stockage très important. Je ne veux pas, disons, rentrer trop en détail dans ce tableau qui est vraiment exhaustif, presque exhaustif, de toutes les technologies qui existent dans le stockage de l'énergie. Mais en gros, vous avez sur l'axe des X, l'axe horizontal, vous avez la puissance, donc ça va de 1 kW jusqu'à 1 gigawatt. Et en axe des Y, donc vertical, vous avez la durée de temps dont on a besoin pour utiliser cette énergie. Et donc vous voyez que bon, un certain nombre de technologies comme SMES, donc c'est des systèmes magnétiques de stockage de l'énergie, des volants magnétiques qui stockent l'énergie. Ils peuvent aller jusqu'à quelques dizaines de mégawatts, mais on l'utilise que pour une dizaine de secondes. Mais c'est très important quand même. Et puis donc, quand on monte un peu dans le temps, on commence à voir les batteries. Donc les batteries au lithium, c'est quelques minutes, quelques heures, évidemment. Et puis donc, il y a tout ce qui est stockage de l'énergie sous forme d'air comprimé, et tout ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout ça est développé à un certain niveau et les batteries ont l'avantage en fait de la modulabilité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la quantité qu'il faut pour l'utilisation dont vous avez besoin. Donc c'est un peu comme, ça va en pair avec donc la surface d'un panneau solaire qui vous donne la puissance et en fonction de cette puissance, vous allez dimensionner votre batterie à la valeur que vous voulez. Alors, donc, disons l'échelle de... donc la forme de stockage de l'énergie va dépendre de l'échelle, donc l'énergie hydraulique, pump storage hydro, qui va d'une centaine de gigawatts dans le monde, elle est bien sûr limitée par le réservoir d'eau, bien sûr. Il y a compresse air, c'est très important. Si il y a des mines qui sont abandonnées, en particulier peut-être les mines de Geraldine, ça peut être utilisé comme des gros stocks, enfin de gros réservoirs d'air comprimé. On peut comprimer l'air quand on a l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, comprimer l'air et puis le sortir quand on a envie de produire de l'électricité. Et c'est vraiment un système plus écologique que ça. On l'a déjà? Voilà, alors très bien, bon, je suis heureux que monsieur le ministre soit là. Voilà, donc c'est officiel, messieurs de la presse, notez. Voilà. Alors, je vais rapidement, donc on arrive aux batteries qui sont un peu dans le milieu du tableau. Et vous avez les conducteurs superconducteurs, les capaciteurs et les flywheels, c'est ce qu'on appelle donc des volants d'inertie qui permettent effectivement de stocker de l'énergie rapidement, qui sont utilisés par la NASA dans certaines applications. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a énormément de solutions. Il ne faut pas rester bloqué sur la partie batterie, même si je peux, bien sûr, je préfère parler plus de batterie qu'autre chose, mais il y a quand même d'autres solutions, il faut le savoir. Je vais rapidement. Alors, les batteries. Pourquoi c'est quand même une option intéressante? C'est parce que, comme j'ai dit, il y a un marché énorme. Il y a plusieurs applications, donc pour tout ce qui est load shifting, c'est-à-dire que vous avez entre le jour et la nuit, quand il y a le soleil ou pas le soleil, quand il y a du vent ou il n'y a pas de vent, vous pouvez avoir une sorte de puissance, disons, constante, et c'est ce que veut l'industrie, ils veulent avoir une puissance constante. Très important, c'est l'échelle, donc on peut réaliser des batteries pour le stockage à différentes échelles, et ça c'est un peu comme on construit un mur, hein. Et d'ailleurs c'est comme ça que Tesla avait lancé il y a 5-6 ans ce qu'ils appellent le Powerwall, c'est-à-dire c'est un mur de puissance, et donc vous mettez le mur la taille que vous voulez en longueur et en largeur pour avoir la quantité d'énergie de puissance dont vous avez besoin.
Alors, il y a le prix, bien sûr, donc le capital cost, ça c'est très très important pour les investissements. Et la bonne nouvelle, c'est que globalement, le prix du kilowattheure électrique stocké par les batteries au lithium est passé, disons, dans les années, fin des années 90, à presque $5 000 le kilowattheure, d'accord, à aujourd'hui moins de $300 le kilowattheure. 200 dollars le kilowattheure. Des compagnies chinoises offrent cette possibilité-là aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que quand le prix baisse, des fois la qualité n'est pas là. Donc il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et pas le moindre des choses, c'est la sécurité, la sécurité, la sécurité. Si vous allez sur Google, vous mettez batterie au lithium, feu, explosion, vous allez avoir peut-être 6 millions de réponses. Pourquoi il y a 6 millions de réponses? C'est parce qu'il y a l'année dernière 8 milliards de batteries qui ont été fabriquées. Et donc parmi les 8 milliards de batteries, vous avez un petit pourcentage, 0,01% de batteries qui n'ont pas la qualité qu'il faut et qui malheureusement, soit on les a utilisées d'une façon abusive ou la qualité de la batterie n'est pas bonne, qui finissent malheureusement par prendre feu et exploser ça. Et puis donc je fais partie d'un comité à Singapour qui s'occupe de ça parce que de plus en plus de gens utilisent donc ce qu'on appelle les scooters électriques. Moi j'en ai un. Donc c'est très bien pour aller faire des courses de voisinage sur 1 kilomètre de rayon, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais malheureusement, ces scooters peuvent avoir une qualité de batterie très médiocre et des fois ils explosent pendant la charge, pendant la nuit et vous avez tout un appartement qui prend feu. Et maintenant le gouvernement singapourien commence à légiférer là-dessus et je fais partie d'un comité justement qui cherche à essayer d'informer les gens sur les batteries et surtout essayer de réduire les risques de sécurité. Je vais vite. Alors, les batteries au lithium, alors donc quand on voit ce tableau-là, l'évolution, un peu comme l'homme, l'évolution de l'homme, donc c'est la batterie ultime aujourd'hui, c'est pratique, il y a quand même d'autres chimies, mais comme je vous avais dit, arriver à 8 milliards de cellules produites en 2018, c'est extraordinaire. Et donc, elles ont... Pourquoi on les utilise? C'est parce qu'elles contiennent, elles stockent le plus d'énergie et par poids et par volume. Donc vous avez les wattheures par kilo et les wattheures par litre qui sont très élevés. Et donc du coup cette batterie est légère et moins volumineuse. Très important. Alors là on est à... Donc ce graphe, je l'ai emprunté à un collègue à moi allemand il y a 5-6 ans. Et en fait maintenant le tableau bleu s'est décalé vers la droite et vers le haut. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 250 wattheures par kilo et à 600 wattheures par litre. C'est absolument extraordinaire et c'est vraiment quelque chose, si on m'avait dit en 1980 qu'on arriverait à un chiffre pareil, j'aurais dit non, vous rêvez. Mais on l'a fait, les ingénieurs ont réussi à le faire. Le troisième prix qui a été obtenu par une équipe de l'université Hassan II, des Casablancais, peut-être pas d'origine, mais en tout cas d'adoption. M. Omar Tanan, M. Abslam Bouhari, qui ont obtenu le troisième prix pour l'article Refrigeration Performance Study of Mobile Solar Powered Refrigerators. Ils appellent M. Ahmed Naoui pour remettre ce prix. M. Ahmed Naoui, à qui je cède le microphone. Excellence, respected audience, je voudrais, si j'ai à féliciter quelqu'un, c'est d'abord M. Badr Hiken qui m'a chargé de mettre sur pied ce journal et il a donné tous les moyens pour qu'il soit ainsi. Et c'est un journal qui va avoir un impact important au Maroc et en Afrique pour la visibilité de la science dans cette région et aussi pour l'éveil technologique. Et je voudrais remercier M. le ministre aussi qui supporte
sans équivoque l'Institut Erizen. Merci. Juste sincèrement, je voudrais remercier tous les membres du laboratoire et aussi un grand merci à Erizen pour 3 choses. Déjà, il a contribué à la valorisation de la recherche dans notre pays en créant des clusters entre universités et industrie. La deuxième étape, c'est en bonne route, donc il a boosté un petit peu ce projet. Donc nous avons eu un prototype et donc là c'est la deuxième phase, nous allons passer à l'industrialisation. Et troisième étape, c'est la cerise au-dessus du gâteau, c'est cette revue de recherche que j'espère que ça soit bénéfique pour notre pays. Merci. Bien, le deuxième prix, cette fois-ci nous changeons, nous revenons vers le centre-nord du Maroc, vers Meknès et notamment l'université Moulay Ismail. J'appelle M. Abdelmjid Jamil de l'université Moulay Ismail qui va venir recevoir le prix pour l'article intitulé Solar Air Conditioning Systems in Morocco and MENA Region. Et le prix lui sera remis par M. Badreiken. C'est Jamil, félicitations. Alors, professeur Jamil n'a pas souhaité, qui est très humble et qui est aussi une des fiertés de notre pays, de cette communauté scientifique. Je souhaiterais, alors c'est Rachid, cher professeur Yezemi, ça c'est quelque chose que moi je prends souvent, que je cite en exemple lorsque je mentionne cette fierté que la batterie lithium-ion a été une invention marocaine, une co-invention marocaine. Et puis on a constaté que cette innovation, il y a eu innovation et exploitation commerciale de l'autre côté de la planète. Alors maintenant, vraiment ce qu'on souhaite, c'est que tous ces développements et inventions, et on en a plusieurs et un très fort potentiel, qu'on puisse aussi avoir ce partenariat dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre, et cet engagement des industriels pour pouvoir commencer à innover encore plus au niveau de notre pays et au niveau de notre continent. Bon, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas ma faute si le premier prix est attribué à Marrakech. Je n'y suis pour rien. Ce n'est qu'une fatalité. Mais je suis très heureux de présenter le professeur Abdelmjid Nouri de l'université Qadi Ayad, Marrakech, qui a eu le premier prix pour l'article intitulé Optimization Study and Design of a Hybrid Solar Electric Dryer Suitable for Developing Countries. Et bien sûr, le premier prix est remis par
Son Excellence, Monsieur le Ministre Aziz Rabah. Oui, excusez-moi. Vite ici. C'est possible, je m'assois ici. شركة